J'ai pas besoin d'avoir une équipe pour me sentir bien dans mon job. En tant que DAF, mon principal atout, c'est de pouvoir parler avec un auditeur, comprendre quelles sont ses procédures de travail, comprendre qu'est-ce qu'il va aller regarder, qu'est-ce qui est significatif pour lui, qu'est-ce qui ne l'est pas. Le management, gérer les hommes, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Non, clairement, t'as pas raté ta vie si t'as pas fait le Big Four. Les collaborateurs dans un cabinet d'expertise comptable, ils vont quand même beaucoup passer du temps à faire de la prod des états financiers et pas avoir le recul nécessaire pour faire de l'analyse. Pendant des années, j'ai entendu l'ordre nous rabattre les oreilles avec l'expert comptable fait des missions de conseil, etc. Mais non, en fait non. Quel est votre expert comptable? Comment ça se passe avec lui, etc. Souvent, la réponse, c'est « Ah, mon expert comptable, il est nul ». Ah bon? D'accompagner une boîte qui est en difficulté, d'avoir toujours l'œil sur la trésorerie dès qu'on se réveille le matin, et même sûrement d'y penser toutes les nuits, de savoir si on va pouvoir payer nos salariés, etc. à la fin du mois, c'est un autre délire. Au bout de 4 mois, j'avais à peu près 4 clients, et eux, ils levaient 4 millions d'euros. D'être les meilleurs possibles, de surdélivrer aux clients, pour qu'ils se disent « En fait, j'ai payé une presta, mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien ». Avant de poursuivre cet épisode, ce podcast est soutenu par Axonote, l'outil pour les clients de cabinet qui va vous faciliter la vie. Axonote propose une solution tout en un pour faciliter la gestion des petites entreprises tout en étant connecté à votre outil de production. Et bonne nouvelle, Axonote vous propose non plus une PDP mais une PA en marque blanche, gratuite, ouverte à tous, pour faciliter le passage à la facture électronique. Demandez votre plateforme aux couleurs de votre cabinet en description de cet épisode. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. Nouvel épisode, nouvelle masterclass avec un invité qui s'appelle Cyril Berthollet, qui est diplômé d'expertise comptable et qui bosse aussi dans un cabinet de CFO à temps partagé qui s'appelle De Ses Finances, 80 collaborateurs, plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une intervention partout en France pour des clients start-up. Cyril, dans cette masterclass et cet épisode, va nous parler en détail de l'entreprise en difficulté, de l'entreprise en redressement et en liquidation judiciaire. Il va nous parler aussi de la différence entre le cabinet d'expertise comptable et le directeur financier à temps partagé. Et finalement, cette bataille et ce fight qu'il peut y avoir entre les deux. Et petite anecdote aussi, Cyril nous a fait une expérience avec un membre de sa famille où il a créé un cabinet d'expertise comptable. Et puis aussi, ce cabinet d'expertise comptable l'a arrêté pour une raison que vous allez découvrir dans cet épisode. Aussi, avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à ce format, à nous laisser des commentaires en bas. Ça m'aide beaucoup aussi à faire connaître l'émission. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles partout, sur toutes les plateformes. Bienvenue Cyril. Merci Nicolas. Alors, je vais te poser une première question, Cyril. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre la profession d'expertise comptable, mais aussi de finance? Comme tu as un profil assez généraliste où tu as fait plein de choses dans ton parcours, c'est quoi la petite graine qui a fait finalement éclore l'arbre qu'on a aujourd'hui? Alors, c'est un peu une aventure entrepreneuriale familiale. Ça vient déjà de mon grand-père qui a donné envie à tonton, mon oncle, de devenir expert comptable. Parce que mon grand-père, malheureusement, à un moment, a dû sortir des effectifs de son entreprise. Mm-hmm. Et mon oncle, donc, qui était son fils, jeune fils, il l'a vu avec un expert comptable qui disait tiens, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça pour nettoyer les comptes de la boîte, etc. Et donc, le grand-père, il écoutait absolument tout ce que disait ce monsieur. Donc ton grand-père, il était entrepreneur? Il avait sa petite boutique. Ah, ok, d'accord. Il avait sa petite boutique, effectivement. Et mon oncle, ça l'a nourri. Il a dit, OK, moi, je veux faire le job du monsieur qui donne les conseils et que l'entrepreneur suit derrière. Donc, il a continué vers des études de compta, etc. Et il est devenu expert comptable assez rapidement. Et moi, c'est ce métier d'accompagnement des entrepreneurs que j'ai eu envie de faire assez rapidement, en fait. Qu'est-ce qui t'a... Alors, j'imagine que tu as commencé par suivre le cursus et faire le cursus pour devenir expert comptable. Quand tu as vu tonton, alors comment ça marche en fait? Parce que je reprends le terme de tonton, hein, tu vois, parce que tu me tends la perche. Mais quand tu as vu tonton, tu l'as vu travailler, tu l'as vu être au contact avec des entrepreneurs. Comment aussi toi tu l'as vu, tu vois, ton oncle, ce qui t'a pris avec lui pour te ramener? Parce que quand on est jeune, se dire je vais accompagner des entrepreneurs, c'est peut-être pas forcément si évident que ça, tu vois. Non, alors c'était plutôt dans les dîners de famille qui me racontaient des histoires avec des entrepreneurs. Des contrôles fiscaux, des coups qu'il avait pu faire pour éviter le contrôle fiscal à un client qui avait fait un petit peu n'importe quoi.
Mais tout ça dans la légalité, je veux Ouais, dire, bien sûr. voilà, avec sa connaissance juridique, sa connaissance fiscale, sa connaissance comptable, il arrivait à sortir des entrepreneurs de situations difficiles. Et à la fin, les gens lui rendaient plutôt bien. Donc je me suis dit, mais c'est quand même extraordinaire ce métier, avec des compétences techniques et intellectuelles, on arrive à faire des choses extraordinaires dans des projets d'entreprise et des projets de vie pour des gens. Donc ça m'a boosté, et je me suis dit, mais je veux faire comme tonton. Je veux faire comme tonton. Par contre, après, dans l'enseignement et dans le début des études, j'ai voulu faire complètement différemment. C'est-à-dire que lui, il a fait l'équivalent, enfin le bac G2 à l'époque, donc c'était le bac comptabilité. Il a enchaîné vers un BTS compta et puis les équivalences du DSCG à l'époque, et il a enchaîné vers le DEC. Moi, j'ai voulu faire un schéma un petit peu différent. J'étais plutôt bon élève au lycée. On m'a dit, fais une prépa, etc. J'ai dit, OK, je vais faire une prépa. Donc, c'était super intense, hyper utile. J'ai appris plein de choses. Et puis après, je suis allé en école de commerce. Et j'ai choisi une école de commerce dans laquelle il y avait des équivalences pour le DSCG. Parce que je me suis dit, bon, OK, si tu veux être expert comptable, c'est un diplôme qui est long. Il va falloir y passer des années. Donc, autant se faire gagner un maximum de temps avec des équivalences du DSCG. Donc, j'ai choisi une école qui s'appelle l'ISC à Paris. Donc, j'avais 5 équivalences sur les 7 du DSCG si je suivais un cursus expertise, audit et contrôle de gestion. Alors, justement, pourquoi avoir suivi le parcours de l'école de commerce et pas forcément, tu vois, traditionnellement, DECF, j'imagine, à l'époque? Oui. Ou non, même pas DCG? Bon, DCG, non, c'était déjà DCG. Ça, c'est une bonne question parce qu'en fait, je voulais avoir une connaissance 360 déjà de l'entreprise. Et je savais, moi, dans ma vision de l'expert comptable que je voulais être, c'était d'avoir une connaissance panoramique de la société. Donc, ça passait par des cours de marketing, ça passait par des langues, ça passait par des cours un petit peu de commercial, de création de business plan, etc. Ce que je ne retrouvais pas forcément dans les cursus très comptables qui étaient plutôt axés sur la technique, etc. Donc, je me suis dit, je vais allier un petit peu les deux avec cette école de commerce. Et puis, on ne sait jamais, parce que à la fin de mes 2 ans de prépa, je suis arrivé en école de commerce avec des gens qui ont rejoint cette école, mais en ayant fait un BTS compta avant, et donc qui, eux, avaient déjà une grosse longueur d'avance sur moi. C'est-à-dire, moi, je suis arrivé là, j'avais fait des cours de philo et de géopolitique, c'était super intéressant, mais alors, débit crédit, j'y connaissais rien. Ouais, je vois. Donc, je suis parti vraiment à zéro, quoi. Et donc là, il a fallu assez rapidement rattraper le niveau en compta. Et puis, je me suis dit, si jamais la compta, c'est pas mon dada, finalement, je pourrais partir sur une autre spé de l'école de commerce. Ok, hyper clair. Alors, je trouve que c'est aussi intéressant parce que tu avais déjà une projection sur ce que tu vas faire demain. Et donc, en fonction de ce que tu vas faire demain, tu développes un peu ton parcours pour que tu puisses y répondre à cet objectif. Exactement. C'est toujours comme ça que je fonctionne. Un petit peu dans ma carrière, j'ai toujours pensé un peu à la step d'après. Ok. En tout cas, au début de carrière, j'ai toujours réfléchi comme ça. Maintenant, je commence à me poser un petit peu plus, mais je trouvais que voilà, entre 20 et 35 ans, c'est bien d'être formé dans les meilleurs cabinets, de penser à l'étape d'après, etc. En tout cas, moi, c'était ma dynamique. Et je me suis dit, tiens, pour faire ce prochain move, ça serait pas mal que je commence à me préparer à ci, à ça, un petit peu en amont. Donc effectivement, quand je me suis posé la question des études, j'ai dit, l'école de commerce plus une spécialité expertise audit et contrôle de gestion, ça va être un bon mix pour faire vraiment de l'accompagnement de dirigeants tel que je me l'imaginais à l'époque, au moment où j'étais jeune étudiant. Alors, c'était quoi l'accompagnement de jeunes dirigeants? C'était quoi la projection que tu avais? Et puis, finalement, c'est quoi la réalité aujourd'hui? Pour qu'on puisse comprendre aussi le gap. Et il n'y a pas 30 ans non plus qui séparent entre les deux, tu vois. Non, je ne suis pas si vieux que ça, merci. Tu vois. Non, mais ouais, ça fait à peu près une dizaine d'années d'écart entre les deux. Non, mais quand j'étais étudiant, je crois que je rêvais de bosser dans un Big Four. Ok. J'ai un autre oncle qui est dans la partie audit. Lui, il était associé chez Deloitte. Et en fait, il auditait plutôt des grosses sociétés. Et c'était pas du tout la même profession. Ils avaient le même diplôme, mais c'était pas du tout la même profession que mon oncle qui m'avait donné envie d'accompagner des dirigeants d'entreprise. Et donc je me suis dit, tiens, avec ce diplôme, il y a une multitude de carrières qui est possible. Donc en fait, étudiant, je me suis dit, tu verras bien les opportunités qui sont ouvertes à toi. Moi, j'étais dans la Drôme quand j'étais étudiant, à Valence.
J'ai fait ma prépa à Valence. Et puis après, de débarquer déjà à Paris, pour moi, c'était un premier move. C'était une ouverture vers le monde. Donc, terre d'opportunités, des super boîtes, les plus gros cabinets qui sont là. Donc, j'étais un peu ouvert. Je me suis dit, on verra de quoi demain sera fait. J'avais pas vraiment de plan de carrière, si ce n'est que je voulais commencer ma carrière plutôt par un gros cabinet. Et ça, peut-être, est-ce que ça a changé aujourd'hui ? 10 ans après, j'ai vu aussi d'autres cabinets, et je sais qu'il y a des très, très bons cabinets qui sont peut-être de taille intermédiaire, mais qui, justement, permettent de faire des missions beaucoup plus variées que quand on est auditeur dans un gros cabinet type Big Four. D'ailleurs, ton rêve, c'est de travailler en Big Four. Du coup, je sais pas si c'était un rêve, mais en tout cas, c'était une première étape dans ma carrière que je considérais comme être importante. Alors, du coup, tu l'as fait. Tu as bossé chez KPMG pendant quasiment 5 ans, à peu près. Exactement. Avec plusieurs étapes. Tu as fait aussi ton stage d'expertise comptable à l'intérieur de ce cabinet. Oui. Ça a quand même un marketing, le cabinet, où faut travailler fort, quoi. Tu vois, c'est pas les vacances non plus. Qu'est-ce que cela t'a appris de bosser dans un Big Four, selon toi ? C'est quoi les grands enseignements ? Tu dis ça, travailler dans un Big Four, ça va t'apprendre ça. Et on va dire que ça, c'est assez singulier. Et comment aussi tu as réussi à mixer la réalisation de ton stage d'expertise comptable, ton mémoire, en bossant dans ce genre d'environnement de travail ? Alors, qu'est-ce que ça t'apprend, le Big Four ? Ça t'apprend de la méthodologie. Ça, pour moi, c'est le premier enseignement. C'est-à-dire que dès la première semaine de formation chez KPMG, tu as, je sais plus, c'est 1 ou 2 semaines d'intégration par un séminaire de formation. Et là, on va te dérouler toute la méthodologie d'audit. Qu'est-ce que c'est un audit ? C'est quoi les cycles de travail ? Pourquoi est-ce que tu fais telle procédure ? Dans quel cas tu te retrouves à faire ci ou ça ? Et ça, c'est un enseignement qui, en fait, tu es biberonné à ça quand tu es auditeur dans un Big Four. C'est important parce que c'est un métier qui est normé. Donc, en fait, il faut très rapidement biberonner les gens à avoir le cadre. OK, donc, point numéro 1, ça t'apprend la méthodologie. Après, ça t'apprend forcément à être adaptable. Parce que moi, j'ai commencé en middle market, donc j'auditais des associations et des PME. Et donc, en fait, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je changeais d'environnement. Je changeais de client, je changeais d'interlocuteur, je changeais de manager chez KPMG, je changeais d'associé. Donc, en fait, Cyril, jeune auditeur, toutes les semaines, il devait un petit peu se réinventer. Alors, avec le bagage qu'il avait appris en formation de la méthodologie d'audit, c'est ça qu'on doit faire. C'est ça qu'on attend de toi en tant qu'auditeur junior. Et puis après, tu le déroulais et tu apprenais aussi, tu apprends avec les gens avec qui tu travailles. Comment tu arrives aussi chaque semaine à switcher ? J'imagine, OK, tu faisais des associations, et peut-être c'est des associations qui sont différentes, qui ont des missions différentes. Comment tu arrives à te mettre au niveau et finalement à réussir à faire de l'audit dans des boîtes que tu connais pas ? Et comment tu montes en compétences comme ça au fur et à mesure ? Alors, tu es encadré, il y a une équipe. Quand tu es auditeur junior, c'est pas toi qui vas diriger l'audit, etc. Mais c'est clair qu'il faut déjà de la curiosité, beaucoup, beaucoup de curiosité. Et moi, je suis quelqu'un de très curieux, j'adore apprendre de plein de choses. Donc, à chaque fois que j'arrivais dans un nouvel environnement, même si sur le papier, c'était pas très sexy, en fait, j'apprenais. Donc, il y a toujours des spécificités. En fait, les associations, on se dit pas, tiens, ça peut être hyper enrichissant, mais en fait, il y a plein de spécificités, notamment fiscales, qui font que ça rend les choses assez intéressantes du point de vue audit et de la profession. Donc, moi, c'est ça qui m'intéressait. Et puis, de bosser aussi avec des managers différents, parce que je vois des styles et des personnalités qui m'ont nourri aussi dans la façon de me construire. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien être tel style de manager plus tard, ou au contraire, là, le management de cette personne ne m'a pas trop convenu. Du coup, je vais essayer de ne pas reproduire ce que moi j'ai vécu peut-être dans mes futures missions quand je serai senior ou responsable de mission. Ouais. Du coup, tu vois, je note ici au niveau du style de management directement, tu vois. Actuellement, tu encadres une équipe de 4 personnes, c'est ça ? Non, en fait, aujourd'hui, chez 2C Finance, j'encadre plus de personnes. Ok, mais tu l'as fait par le passé ? Je l'ai fait par le passé, oui. En audit, tu es obligé à un moment, plus tu gravis les échelons, et ça arrive finalement assez vite. Au bout de 2 ans et demi, 3 ans, on commence déjà à te dire, tu vas gérer un dossier, tu vas gérer une équipe. Et donc oui, j'ai géré des équipes de 4-5 personnes au maximum. Ça t'a fait quoi de gérer une équipe ? Est-ce que pour toi, c'était un accomplissement ? Tu vois, il y a des personnes qui se disent, tiens, quand je vais évoluer, je vais avoir des gens sous ma responsabilité. C'est une forme d'évolution. Et puis, t'en as d'autres qui disent, purée, ça me stresse complètement, j'ai pas envie, et c'est peut-être pas là où je suis le meilleur. C'était quoi un peu, toi,
ton histoire avec ce sujet-là, tu vois. Et comment justement t'as fait pour adapter un bon style de management, ou en tout cas celui que tu pensais être le plus juste? Ouais. En fait, je savais qu'en allant dans les carrières audit, notamment Big Four, il y allait avoir ce rôle de manager à un moment assez rapidement qui était disponible. Et c'est vrai, ce qui est rare. En fait, on confie rarement des dossiers dans des jobs un petit peu similaires avec le même niveau d'ancienneté. Tu n'as pas forcément des équipes de 3-4 personnes à manager. Donc, je me suis dit que ça allait m'intéresser. Après, fondamentalement, je suis pas... j'ai pas besoin d'avoir une équipe pour me sentir bien dans mon job, en fait. J'ai été très content de l'avoir fait un petit peu chez KPMG, mais c'est vrai que le management, c'est très difficile. Je dirais que c'est même ce qu'il y a de plus difficile de gérer les hommes, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Après, quand on gère des équipes chez KPMG, c'est presque facile parce qu'en fait, c'est que des jeunes diplômés qui sont motivés, qui ont généralement un beau CV, qui ont la tête bien faite, etc. Donc en fait, leur dire, bah, tiens, il faudrait que tu fasses ci, que tu fasses ça, etc., ils le font. Et puis s'ils n'ont pas compris, on leur réexplique. Deuxième fois, ils comprennent. Donc ça se passe plutôt bien. Ouais, je comprends. J'ai compris après que le management, ça pouvait être aussi dans une PME, de gérer des équipes qui sont beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de turnover, il peut y avoir des arrêts maladie. C'est beaucoup plus compliqué de gérer ce genre de public plutôt que des auditeurs juniors ou seniors dans un gros cabinet d'audit. Est-ce qu'il y a une mission d'audit qui t'a particulièrement marqué durant toute cette expérience? Ouais, j'ai une mission en stage. J'étais auditeur stagiaire et il y avait un DAF qui s'amusait en fait avec moi. Et je me rappelle très bien, il y avait un matin, on arrive, il nous dit je suis désolé, aujourd'hui vous n'avez pas de salle. Et il avait fait en fait exprès de faire réserver la salle d'audit par quelqu'un d'autre, un de ses collègues. Donc je nous revois pendant 2 heures dans le couloir à essayer de chercher une salle. Il y avait un canapé, on était à moitié en train de bosser. Et un peu plus tard dans la journée, donc finalement on s'était posé dans une autre salle. Et donc je retourne voir le DAF. Je dis voilà, je dois auditer la TVA, etc. Est-ce que vous avez un classeur où il y a toutes les déclarations, les CA3? Il me dit va voir Fabienne au fond du couloir, etc. Bon, je vais voir Fabienne. Donc là, j'étais là avec ma cravate, tout fier, auditeur de Big Four, c'est comme ça. En tout cas, à l'époque, il y avait la cravate. Je vais voir Fabienne. Je dis bonjour Fabienne, je cherche le classeur des TVA, etc. Elle me dit non, mais là, Cyril, il s'est foutu de vous. C'est pas moi qui ai les TVA, c'est dans son bureau. Donc là, je reviens voir le DAF. Donc, tiens, un petit peu gêné. Je dis je suis allé voir Fabienne, etc. Mais en fait, c'est vous qui. Et là, il me dit, il était mort de rire. Il me dit là, au match de ping-pong, je vous ai battu à plat de couture, à droite, à gauche, et tu cours partout. Bon, voilà. Donc ça, c'était des petits trucs un petit peu sympas, mais c'était lui, je pense que c'était un DAF un peu frustré de son job et des auditeurs de manière générale, de peut-être de répéter toujours les mêmes choses tous les ans. Mais en tout cas, ça m'a appris qu'il fallait prendre aussi les choses avec un peu de recul, pas se laisser faire par les gens qui étaient nos interlocuteurs. Donc parfois, il faut être ferme et être sûr de ce qu'on raconte. Après, quand on est auditeur junior, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et ça, il faut l'accepter. On pose des questions qui ne sont pas très pertinentes, etc. Donc, qui ne sont pas toujours très pertinentes. Heureusement, on en pose des bonnes. Mais, et c'est vrai que maintenant, pour être plutôt côté entreprise, je vois des auditeurs de l'autre côté et je me dis moi-même, ah oui, tiens, c'est vrai que l'équipe d'audit va encore changer cette année, il faut réexpliquer les process, etc. Donc, je comprends peut-être un petit peu différemment les choses que ce que le Cyril, auditeur junior, avait en tête à l'époque. Ok, je vois. Pour toi, pour réaliser le job que tu effectues aujourd'hui, qu'est-ce que cette expérience t'a apporté? Et en gros, qu'est-ce que l'audit apporte comme compétence à un financier qui lui est très utile comparativement à une personne qui ne passe pas par ce chemin-là? Savoir si tes comptes vont être certifiés à la fin et comment faire pour y arriver. Ça, c'est quand même un point hyper important quand tu es DAF. À la fin, tu as envie que les comptes de ta boîte, même les sociétés les plus bancales, peuvent avoir des comptes certifiés. Alors après, on peut rentrer dans les détails. Est-ce qu'il y a des observations, des réserves? Comment est-ce qu'on les market, etc. Après, c'est plus de la communication financière. Mais à la fin, il faut que tu aies un coup de tampon de ton commissaire aux comptes pour dire les comptes sont certifiés, parce que ça va avoir plein d'incidences derrière auprès des banques, auprès de toutes les parties prenantes de l'entreprise. Donc ça, c'est, je dirais aujourd'hui en tant que DAF, mon principal atout, c'est de pouvoir parler avec un auditeur, comprendre quelles sont ses procédures de travail, comprendre qu'est-ce qu'il va aller regarder, qu'est-ce qui est significatif pour lui, qu'est-ce qui ne l'est pas, parce que j'ai eu aussi
côté DAF et côté entreprise, des auditeurs qui venaient me challenger sur des trucs non significatifs, où je savais que c'était du temps perdu et qu'il n'y avait aucune valeur ajoutée pour leur dossier d'audit et que moi, ils me faisaient perdre du temps. Donc ça aussi, parfois je le dis. Je dis, non, mais là, c'est pas pertinent ce que vous me faites faire. On perd du temps, tous du temps. Et il y a plutôt ça à regarder. Et je prépare un dossier de travail pour vous. Voilà, regardez ce qui est significatif pour votre dossier d'audit. D'ailleurs, petit élément, comment on sait qu'un seuil est significatif ? Jusqu'à quel niveau on se dit ça c'est significatif, ça c'est non significatif ? En fonction de quelle typologie de boîte et d'organisation ? Hyper intéressant. Ça, c'est justement ce qu'on t'apprend dès le début dans la formation d'auditeur, notamment dans les Big Four. Mais je pense que dans tous les cabinets, c'est pareil. Ça fait partie des éléments un peu essentiels de la mission d'audit, mais tu ne le gères pas ça en étant auditeur junior. Tu le gères plutôt quand tu es chef de mission. Tu te poses la question de OK, qu'est-ce que je veux auditer comme entreprise ? Quel est le secteur d'activité ? Quelle est la taille ? Quels sont les agrégats qui sont pertinents ? Une boîte qui fait du négoce, par exemple, elle aura beaucoup de volume, donc ça veut dire un gros chiffre d'affaires et beaucoup d'achats. Et donc, en fait, tu vas peut-être regarder la marge, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires et les achats que tu as consommés. Donc, en fait, d'une société à l'autre, les agrégats que tu vas utiliser pour calculer tes seuils de signification sont différents. Et donc ça, les cabinets aujourd'hui, même les éditeurs de logiciels sont équipés et te proposent, tiens, si tu es dans une société industrielle, voilà généralement les indicateurs qu'il faut regarder. Ça va être le total bilan parce qu'il y a beaucoup d'immobilisation, il y a beaucoup de stocks, etc. Donc, en fait, en fonction de l'entreprise que tu audites, tu vas avoir des agrégats financiers à regarder. Et puis après, il y a le barème des commissaires aux comptes qui est en fait un barème de temps à passer en fonction de la taille du dossier. C'est pareil, c'est des agrégats. Alors, je n'ai plus les chiffres en tête, mais il y a le total bilan, le résultat d'exploitation, etc. Je ne sais pas si... Bon, je vais quand même poser ma question. Est-ce que... Alors, quels sont les éléments ou les choses qui sont assez communes dans les entreprises où ils essayent de mettre, je sais pas moi, la poussière sous le tapis ? Et là, tu te dis que quand tu ouvres le capot, toujours tu trouves un truc là-dedans. Est-ce que c'est les notes de frais ? Est-ce que c'est les notes de frais ? Est-ce que c'est le patron qui a fait passer sur l'entreprise l'iPad de son fils ? Est-ce que tu as découvert des choses au fur et à mesure et des éléments qui sont assez communs qu'on pourrait aussi donner à des profils plutôt juniors qui disent « Ah tiens, demain quand j'audite ou je regarde un dossier client, ça je dois faire attention ». Ouais, bien sûr. La notion de seuil de signification est hyper importante pour un dossier d'audit parce qu'à la fin, la mission, c'est de certifier des comptes, mais tu ne vas pas pouvoir tout refaire. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec des seuils. Et on se dit, tiens, en dessous d'un certain seuil, soit ça vaut le coup d'aller voir, soit ça ne vaut pas le coup d'aller voir. Pour ce qui est un peu planqué sous le tapis, ça répond un petit peu à la même logique. C'est-à-dire que si c'est vraiment en dessous de tous les seuils, ça ne va pas changer la lecture des états financiers pour un tiers. C'est ça qui est important dans la mission du commissaire aux comptes, c'est la transparence financière de l'économie en général. Et donc, il peut y avoir des ajustements qui sont proposés. Le commissaire aux comptes peut proposer des ajustements, même s'ils sont non significatifs, mais que le client peut décider de ne pas vouloir passer dans ses comptes. Donc là, on ajuste ça dans ce qu'on appelle une lettre d'affirmation, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, si l'ajustement il est supérieur au seuil de signification, là il y a un vrai rôle du commissaire aux comptes, c'est je ne peux pas certifier. Ou en tout cas, je vais proposer au client de faire des ajustements pour que ça reflète mieux les règles et méthodes comptables et en tout cas la présentation des états financiers. Donc on ne peut pas tout faire. Et c'est ça, il y a eu quand même pas mal de polémiques sur la mission du commissaire aux comptes avec la loi Pacte, le rehaussement des seuils, etc. Parce qu'un certain nombre de professionnels ont considéré que ça allait être la porte ouverte à pas mal d'abus faits par des entrepreneurs. Et je ne sais pas trop ce qu'il en est quelques années après, s'il y a vraiment des stats là-dessus. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'il y a plus d'abus qu'avant. Bon, il y a le Covid qui est passé par là aussi au milieu, donc il y a eu plein de choses qui ont changé un petit peu. Tu fais presque 5 ans chez KPMG. Qu'est-ce qui te donne envie d'ouvrir après ton expérience ? On va aborder succinctement ton expérience chez 8 Advisory, parce que j'aimerais qu'on la mixe avec ce que tu fais aussi chez De.C. Finance. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir ? La même méthodologie d'audit
qui en fait au début m'a structuré, m'a formé, etc., est devenu au bout de 5 ans un carcan beaucoup trop qui empêche, pas la créativité, mais qui empêche le professionnel auditeur de gérer son dossier un petit peu comme il le sent. Et donc en fait, on se retrouvait à faire par obligation pour des régulateurs des tests. Je me rappelle de ma dernière année d'audit, c'était la mode de l'audit du chiffre d'affaires. Donc en fait, audit du chiffre d'affaires, c'est-à-dire on va mettre le fichier des ventes dans une moulinette statistique. La moulinette va nous sortir, en fonction de la taille du fichier des ventes, un échantillon. Et cet échantillon, ça peut être plusieurs centaines de factures, bons de livraison, preuves de paiement à aller chercher. Et donc en fait, ça veut dire qu'il faut staffer quelqu'un, qui est en général le plus jeune de l'équipe, le stagiaire ou l'auditeur junior, et on lui dit, tiens, tu vas passer ta semaine à aller chercher des factures, des bons de commande, des bons de livraison, et vérifier que tout ça est matché, et s'il y a des différences, les créances clients, est-ce qu'elles sont dépréciées, pas dépréciées. Donc ça a du sens, mais sur les volumes qu'on traitait, c'était trop. Et en fait, l'auditeur stagiaire, à la fin, s'il fait ça sur toutes ses missions, bah, il est dégoûté. Il a passé 6 mois à faire des stages d'audit, il a audité que de fichiers des ventes, et à courir après des papiers qui avaient peu de valeur finalement pour, à la fin, auditer véritablement le chiffre d'affaires. Il y a d'autres procédures qui permettent de se dire, OK, sur les 50 millions de chiffre d'affaires que je dois auditer, voilà, il y a une saisonnalité des ventes. Enfin, faire l'audit, faire le travail de manière peut-être un peu plus intelligente que juste récupérer les docs que nous a donné la moulinette statistique. Donc ça, c'est un premier élément de pourquoi j'ai quitté. Et il y avait une autre composante, c'est que l'audit se déshumanisait un peu quand je suis parti. C'est-à-dire que c'était en tout cas une stratégie de KPMG qui a fait à un moment du offshoring. Ça a été la mode dans un certain nombre de cabinets. Donc nous, c'était en Europe de l'Est. Et aussi à la Défense, dans la tour de la Défense, on avait recruté une armée de BTS compta. Et en fait, les chefs de mission devaient décomposer chacun de leurs dossiers par tâche et dire, OK, pour l'audit, par exemple, du personnel, il faut récupérer tel et tel document. Voilà la liste de tous les documents à récupérer. Voilà tous les travaux qu'il y a à faire et le temps que j'estime devoir passer avec le niveau de seniorité en face. Donc, en fait, on se retrouvait à remplir des énormes matrices sur chacun de nos dossiers, donc en plus de notre boulot d'auditeur, pour préparer l'audit de l'année d'après, avec ce switch de... Moi, quand j'ai commencé l'audit, en fait, en middle market, on me prenait avec l'équipe d'audit, le manager, et j'allais chez les clients, je me baladais dans les bureaux, je discutais avec les gens, etc. Et je faisais mon propre apprentissage. Et là, ce qu'on demandait en fait aux jeunes, c'était de rester beaucoup au bureau, d'auditer les rapprochements bancaires pendant X mois, et de ne plus être en contact avec le client, ou en tout cas beaucoup moins. Et là, je me suis dit, OK, stop. C'est pas du tout la vision que j'ai de ce métier-là, et j'ai pas envie d'entrer là-dedans. Donc, ça, c'était les deux gros points qui m'ont fait sortir de l'audit. Et puis, il y a aussi un truc, mais qui est plus là dans l'apprentissage professionnel que moi, je voulais donner, le vernis que je voulais donner à ma stratégie, enfin, à ma continuité dans le monde de la finance, c'est qu'on se concentre principalement sur les comptes historiques en audit. C'est-à-dire que tu vas auditer, tu arrives en année N+1, pour auditer des comptes au 31-12-2024, tu arrives en mars, avril, mai 2025. Okay, et donc, tu vas comparer N avec N-1 en plus. Donc, tu as 12 mois, 18 mois de décalage avec la vraie vie. Et en fait, une entreprise, c'est pas ça. C'est pas les 18 mois du passé. Alors, bien sûr, ça peut donner des indications, mais c'est les 18 mois du futur qui sont importants. Et donc, moi, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour apprendre à étudier le passé, mais tout en ayant un œil sur l'avenir et savoir comment est-ce qu'on fait des prévisionnels, notamment. Comment est-ce qu'on fait un vrai business plan qui a du sens. Comment est-ce qu'on suit la trésorerie. Comment est-ce qu'on analyse aussi la trésorerie. Parce que c'est vrai que dans l'audit, on se concentre beaucoup sur le bilan, le compte de résultat, et puis après d'autres états quand on audite des comptes consolidés, notamment le tableau de flux de trésorerie, mais on regarde pas trop vraiment comment est-ce que c'est construit. Et moi, ça me manquait.
Je voyais des gros tableaux de flux de trésorerie sur des comptes consolidés, etc. Mais j'étais plus là avec mon stylo rouge pour pointer que c'était le bon chiffre par rapport au document de référence, page 545, avec le TFT, page 12. Donc, je me suis dit, OK, j'ai besoin de voir plus là. J'ai besoin de vraiment faire de l'analyse financière. Voilà, c'est cette partie d'analyse financière qui me manquait. Avant qu'on appuie sur le bouton REC et enregistrer, il y a quand même plusieurs voies. Le Big Four, ça te donne un vrai marketing, ça te donne une vraie force, une vraie crédibilité. Mais tu m'as dit, il y a quand même une autre voie que les personnes peuvent prendre pour aussi faire des carrières qui sont brillantes ou qui sont bonnes dans la filière comptable et financière. Ce serait quoi l'autre type de voie qu'on pourrait aussi conseiller à des jeunes de se dire, en fait, j'ai pas raté ma vie si j'ai pas fait le Big Four, quoi. Non, clairement, t'as pas raté ta vie si t'as pas fait le Big Four. C'est sûr que ça donne des cartes pour une carrière dans la suite des aventures, mais tu peux très bien commencer ta carrière dans un cabinet beaucoup plus petit, où en fait tu vas toucher à d'autres choses. Il y a des cabinets qui sont aussi spécialisés, par exemple, dans l'évaluation d'actifs, un petit peu de transaction services, donc faire des audits d'acquisition. Tu vas pouvoir aussi faire des missions de commissariat aux apports, faire des missions un petit peu exceptionnelles que tu vois pas forcément quand tu es dans un gros Big Four, parce que il faut attendre plusieurs années pour atteindre des missions un petit peu plus originales. Mais ce que je veux dire, c'est que dans des cabinets de taille intermédiaire, il y a la possibilité aussi de faire à la fois de l'expertise comptable et de l'audit. Et peut-être même des missions exceptionnelles, style transaction services, audit d'acquisition, mission de fusion, etc. Et ça, moi, j'ai pas vraiment pu le faire. J'ai fait que de l'audit. Alors, j'ai changé, j'ai fait des PME, des associations pendant 3 ans, et puis après, de l'audit grand compte sur des plus grosses sociétés, des comptes consolidés. Mais en fait, j'avais pas du tout fait d'expertise comptable. Pourtant, je passais ce diplôme d'expert comptable, j'avais jamais fait une déclaration de TVA ou une liasse fiscale. Est-ce que c'est grave ? Je sais pas, on peut en débattre, mais en tout cas, je trouve que quelqu'un qui a commencé par faire de l'expertise comptable au début, déjà est très bien armé pour comprendre, pour être peut-être un bon DAF demain, pour comprendre déjà bien les bases de la comptabilité et de la fiscalité. Ça, pour moi, ça paraît être un passage un petit peu obligé. C'est souvent ce que je dis aujourd'hui aux jeunes qui m'interrogent un peu sur le parcours. C'est quand même faites une expérience en expertise comptable, parce que souvent, c'est pas très reluisant. Voilà, on fait un rapprochement bancaire, alors de moins en moins maintenant avec les outils numériques, mais on est quand même obligé de comprendre ce qui se passe dans le cœur du réacteur. Et ça, pour moi, ça reste quand même des fondamentaux. Et j'ai peur qu'avec l'automatisation, l'IA dans tous les sens, on perde un petit peu les fondamentaux et les basiques. Donc, moi, je reste quand même persuadé que pour faire les métiers de la compta et de la finance dans lesquels on exerce et nos auditeurs travaillent, il faut faire un petit peu d'expertise comptable. Donc, vraiment, quand on commence l'activité, moi, je recommande de faire un petit passage en cabinet d'expertise comptable, de bosser là-dedans 2 ans, de faire 2 saisons fiscales, de voir ce que c'est, d'aller au bout d'un bilan, de bosser avec un expert comptable qui va nous apprendre plein de choses, en fait. Alors là, tu me tends une perche de malade, parce que tu vois, tu as juste à allumer ton profil LinkedIn où en mode l'expert comptable vs DAF, c'est la guerre. Les DAF, ils disent les experts comptables, ils savent rien faire, ils savent que faire des bilans, ils ont pas de culture business, ils savent pas faire de la projection. Inversement, les experts comptables, ils disent mais les DAF, ils connaissent rien à la vie. Ça, je fais les clichés, je les mets directement sur la table. Ce qui n'est pas tout à fait le cas dans la vraie vie, naturellement. Mais une fois, il y en a un mec qui me poste, il me tag sur Internet et il me termine en disant les experts comptables, c'est que des geeks des chiffres. Genre, ils sont hyper précis. Toi, c'est quoi ta lecture ? Est-ce que... en fait, d'ailleurs, c'est quoi ta lecture sur ce débat-là ? Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as les deux mondes. Exactement. J'ai voulu avoir les deux mondes dans ma carrière et dans mes expériences pro. J'ai voulu avoir les deux mondes pour justement me faire une conviction sur ce débat-là. Ma vision, elle est un petit peu... c'est pas tout blanc, tout noir. Les deux ont un petit peu raison. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'experts comptables qui est resté dans ce métier de production des états financiers et qui, en fait, fait de l'abattage et fait du bilan et de la déclaration de TVA et est pris un petit peu dans un flot d'obligations fiscales, sociales, réglementaires de manière générale, qui est inhérente au pays dans lequel on travaille, on vit, qui est par ailleurs un très beau pays, mais qui est, sur le plan administratif, une vraie galère. Donc en fait,
pour moi, les collaborateurs dans un cabinet d'expertise comptable, ils vont quand même beaucoup passer du temps à faire de la prod des états financiers et pas avoir le recul nécessaire pour faire de l'analyse. Et ça, franchement, on a beau dire ce qu'on veut, pour moi, c'est un fait. C'est un fait. Donc, on peut pas leur jeter la pierre parce que c'est aussi pour ça qu'ils sont payés, c'est pour produire des états financiers. Malheureusement, il y a plein d'outils numériques qui nous font croire que la compta se fait toute seule, mais la réalité, elle est tout autre. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et il faut arrêter le discours marketing de dire la compta, c'est facile, ça se fait en claquant des doigts, l'intelligence artificielle va tout faire pour vous. C'est pas vrai. On aura toujours besoin de gens qui vont comprendre, lire des factures, des documents juridiques et les interpréter pour mettre ça dans les états financiers. Donc ça, c'est ce que font très bien les gens dans les cabinets comptables. Et après, c'est vrai qu'il y a cette dimension plus conseil. Et pour moi, pendant des années, j'ai entendu l'ordre nous rabattre les oreilles avec l'expert comptable fait des missions de conseil, etc. Mais non. En fait, non. Il ne sait pas faire parce que souvent, alors il a les compétences. Je ne dis pas qu'il n'a pas les compétences. Je dis qu'il ne sait pas faire dans l'approche plus marketing, le positionnement vis-à-vis d'un client, la capacité qu'il a à se vendre sur des missions de conseil, les livrables qu'il va donner. Mais les livrables, moi j'ai vu des livrables d'outils, je ne vais pas citer de nom, mais d'outils d'expertise comptable des vieux de la vieille, qui présentent des rapports qui sont juste horribles. Et donc en fait, quand on met ça en balance avec un cabinet de conseil, c'est aussi pour ça que j'ai voulu aller chez Elite Advisory, parce que pour moi c'était la Rolls-Royce du cabinet de conseil. Là c'est des tableaux carrés, des graphes carrés, des slides carrés, un message. Et ça c'est une philosophie et c'est une autre culture que la culture des cabinets d'expertise comptable. Ça veut dire qu'en fait, si je retraduis aussi un peu ce que tu dis, on pourrait se dire que le cabinet il a le terreau le plus fertile possible, mais par contre, la suite pour arroser la graine, du coup, c'est plus compliqué, tu vois, faire du marketing, savoir se vendre, ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas dans la filière expertise comptable. Non, il y en a qui ont beaucoup de talent pour le faire, et il y a des experts comptables qui sont des super commerciaux, des collaborateurs aussi. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais réussi, mais on n'a jamais donné aussi la chance à des collaborateurs peut-être d'arriver à faire ces missions de conseil parce qu'en fait, ils sont pris dans le flot. Si c'est des bons collaborateurs, ils sont surchargés de boulot. Donc en fait, ils n'auront jamais un jour par semaine à consacrer à la formation qu'il faudrait pour arriver au stade d'un cabinet de conseil. Et c'est aussi, je pense, pour ça qu'il y a autant de turnover aussi dans les cabinets. C'est qu'en fait, les gens ont envie d'essayer de voir autre chose et de se former différemment. Voilà. Donc, c'est clair que c'est pas incompatible, mais pour moi, c'est quand même deux mondes. Il y a les cabinets comptables et les cabinets de conseil. Tu sais, je bossais avec je discutais avec un cabinet de CFO part-time, donc DAF à temps partagé, et qui me racontait finalement les déboires qu'il pouvait avoir, lui, avec les cabinets d'expertise comptable. Parce qu'en gros, le directeur financier, il peut rien faire s'il n'a pas la donnée comptable à jour, en temps réel. Sauf qu'il peut y avoir, tu vois, cette friction entre les deux. Oui, mais moi, je sais faire, donc je ne vais pas te donner, tu vois. Non, mais ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et là, c'est ce que je vis aujourd'hui chez 2C Finance en tant que DAF à temps partagé. C'est que souvent, quand je commence un nouveau dossier, j'arrive, je dis bonjour monsieur le client, je pose un certain nombre de questions et je lui dis ok, quel est votre expert comptable, comment ça se passe avec lui, etc. Souvent, la réponse, c'est « Ah, mon expert comptable, il est nul. » Ah bon ? Moi, j'ai toujours une présomption d'innocence sur l'expert comptable. Enfin, je veux dire, c'est un confrère, on a fait le même diplôme, j'ai travaillé dans des cabinets d'expertise comptable, donc je sais aussi qu'il peut y avoir un peu de souffrance dans les cabinets. Ouais, parfois, il y a du sous-staffing, il peut y avoir tout un tas de choses. Et je dis « Ok, monsieur le client, comment est-ce que vous êtes organisé avec lui ? Est-ce que vous lui transmettez les pièces en temps, en heure ? Sous quel format ? Est-ce que vous lui envoyez une énorme enveloppe avec plein de papiers qui doit se débrouiller pour scanner et faire travailler 3 personnes pour arriver à mettre ça dans son outil ? Est-ce que vous avez votre propre outil ? Est-ce que vous êtes dématérialisé ? Est-ce que vous envoyez… Bon, il y a plein de questions et souvent, je me rends compte que avant de taper sur l'expert comptable, il y a plein de choses à mettre en place dans la société. Et c'est ça qui rend le job de DAF à temps partagé intéressant, c'est qu'on va aider l'entrepreneur et l'entreprise de manière générale à se structurer de l'interne pour pouvoir communiquer les états en temps, en heure à l'expert comptable. Et bien sûr, tu as raison, il faut que lui, il ait le temps après de traiter cette data, de la passer dans son logiciel de compta
Et de toute façon, c'est un boomerang en fait. Moi, je vais envoyer de la data parce que je suis dans l'entreprise, je l'envoie au cabinet d'expertise comptable qui est en externe, il la traite et je récupère sous un format comptable de l'info que je vais retravailler pour faire un reporting et faire de l'analyse et revoir le client. Et ça fait une boucle comme ça. Et ça, souvent, c'est vrai que les entreprises, elles n'ont peut-être pas forcément compris l'intérêt de correctement être structuré pour pouvoir donner des datas de bonne qualité à son expert comptable. Et c'est ça qui va permettre aussi, in fine, d'avoir une analyse fine de son business. Oui, parce que en fait, forcément, l'expert comptable, il sera forcément nul, entre guillemets, si l'entrepreneur ne donne pas les informations financières en temps et en heure. Et donc forcément, il sera nul parce qu'il ne peut pas faire son travail. Oui, mais c'est toujours plus simple de jeter la faute sur quelqu'un d'autre plutôt que de se dire c'est moi qui ai mal fait le boulot en amont. Carrément. Donc du coup, alors, c'est quoi un peu les histoires farfelues justement chez Dossier Finance que tu as pu rencontrer entre vous, votre cabinet, puisque vous êtes un cabinet en partie de DAF à temps partagé, avec des cabinets d'expertise comptable, et comment aussi tu arrives à faire converger les deux mondes pour que aussi on apporte aussi des éléments qui sont concrets à des cabinets et à des CFO part-time, de se dire la bonne relation de travail, c'est comme ça que nous on la développe nous en interne pour que les deux puissent communiquer de la bonne manière. Alors déjà c'est de l'humain. Alors nous on essaie de recruter des gens qui sont bons sur le plan technique et surtout qui ont un mindset un petit peu d'entrepreneur et qui vont jouer un rôle d'accompagnant. D'accord ? Donc en fait c'est compliqué d'arriver en tant que part-time dans une boîte, c'est-à-dire que déjà le dirigeant il doit nous faire confiance. Il y a une phase où, pendant plusieurs mois, on doit montrer aux dirigeants qu'on est bon et à ses équipes aussi qui peuvent nous faire confiance et qu'on va leur apporter de la valeur assez rapidement. Donc nous, notre stratégie, c'est les premiers mois d'être les meilleurs possibles, de surdélivrer aux clients pour qu'ils se disent en fait, j'ai payé une presta, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien. Si on arrive à faire ça au bout de 3 mois, on a gagné la confiance du dirigeant, on a gagné la confiance de tous les collaborateurs avec qui il travaille. Et on peut vraiment s'inscrire dans une relation win-win dans la durée. Donc ça, en tout cas, moi, c'est ma stratégie. Après, chacun a son style différent pour y arriver. Chez Dossier Finance, on n'a pas vraiment de grosse méthodologie de travail, contrairement à ce qu'on fait dans les Big Four en audit. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un métier qui est normé. C'est-à-dire qu'on va d'abord faire un petit... ce qu'on appelle un rapport d'étonnement, c'est-à-dire on va faire notre propre audit de ce qu'on trouve dans la société, ce qui va bien, ce qui va moins bien, ce qui pourrait être amélioré. Et on propose aux dirigeants une feuille une roadmap en listant des priorités qui nous semblent, nous, être importantes. Alors, certaines, il les aura déjà identifiées. Et puis d'autres, il va se dire « Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas trop pensé à ça. » Et puis, au fur et à mesure des mois qui vont passer, on va s'apercevoir qu'il y a d'autres axes de travail, etc. Et c'est ça qui rend la mission toujours un petit peu nouvelle. Pour quelles raisons les dirigeants font appel à des CFO part-time ? C'est quoi les grands besoins qui émergent directement, ou alors des choses qu'ils n'avaient pas imaginées, pour lesquelles vous êtes utile et que lui, il ne le savait pas vraiment? Alors, en fait, ce positionnement, il est très utile pour des sociétés qui n'ont pas les moyens de recruter quelqu'un à temps plein ou qui n'ont pas un scope de travail suffisant. Je veux dire, ça ne sert à rien de recruter quelqu'un avec des charges sociales, un contrat de travail, etc., si finalement le job peut être fait en un jour par semaine ou 2 jours par semaine. Donc ça, c'est le premier élément. Ils nous appellent quand ils ont besoin, quand ils voient que leur société est en croissance. Généralement, ça peut être dans une association avec, par exemple, 2 dirigeants. L'un s'occupe plutôt du business, du marketing, etc. L'autre va être plutôt sur la partie admin, finance, RH. Et à un moment, il peut se retrouver aussi un petit peu submergé. Trop de sujets divers et variés, trop d'incertitudes sur ce qu'il fait. Est-ce qu'il ne fait pas prendre plus de risques à la société que vraiment ce qu'il est en train de lui faire gagner comme temps. Et donc, il préfère déléguer cette partie-là et la sécuriser. Donc, il se dit, en prenant un DAF part-time, je vais sécuriser ma partie financière, d'autant plus que j'imagine faire une levée de fonds ou une opération de croissance externe, tout type d'opération qui influence le capital. À un moment donné, il faut que ça soit structuré. Et si les dirigeants ont déjà eu une expérience du M&A, ils savent que ça peut être douloureux si ce n'est pas bien anticipé. Donc, il y a des gens qui, forts de leur expérience passée, ils anticipent, ils se disent « Ok, pendant plusieurs mois, je vais faire travailler un DAF. On va avoir une data de qualité. On va tout mettre sur une data room. On va préparer un audit. »
Voilà. On va préparer un audit d'acquisition pour une levée de fonds, pour une cession, enfin, peu importe l'objectif, mais on peut arriver dans ces contextes-là. On arrive aussi souvent quand un investisseur, un fonds d'investissement, des business angels ont investi dans une société et ils se disent, OK, ils disent au management, on sent que vous êtes un petit peu trop faible sur la partie finance, on a besoin d'avoir des reportings mensuels, trimestriels, enfin, peu importe la fréquence, et on veut que ça soit fait par des pros. Donc, il faut que vous vous équipiez. Et donc là, ça peut être une très bonne porte d'entrée. On va structurer la data pour pouvoir communiquer aux investisseurs des chiffres clés. Donc, bilan, compte de résultat, cash flow. En général, c'est ça les 3 qu'on présente. Et puis après, il y a des KPIs de business. Ça dépend des activités. Mais dans les logiciels, il y a tout un tas de KPIs qu'il faut suivre et qu'il faut partager et suivre en mensuel et qui vont nous aider aussi à faire des prévisionnels qui soient fiables. On aurait l'impression que le CFO part-time, c'est destiné à une typologie d'entreprises qui sont soit suffisamment avancées. On n'aurait pas l'impression que c'est pour une petite TPE et donc, en gros, elle pourrait soit pas se l'acheter ou soit elle n'en aurait pas besoin. C'est quoi un peu la vision de ça? Est-ce que, en tout cas chez 2C Finance, il y a une thèse, c'est de s'adresser à une typologie de niche marché et on va aller adresser ce genre de clients? Ou alors ça pourrait être valable pour n'importe quel type d'entreprise, un CFO? Non, c'est vrai pour n'importe quel type d'entreprise. À partir du moment où il y a des flux économiques et il peut y avoir un minimum de complexité, il peut y avoir un besoin de DAF. Après, c'est sûr qu'il y a un effet de taille. Une TPE n'a pas forcément besoin d'un DAF tout de suite. Ça peut être géré en interne, peut-être par le dirigeant qui suit son cash et ça peut très bien suffire. Il a son petit tableau Excel, il connaît les encaissements, les décaissements. Voilà, ça suffit. D'ailleurs, c'est quoi les outils de base, justement, qu'une TPE devrait avoir, au moins pour se dire j'ai une lecture, quoi. Je sais ce qui se passe à peu près, sans rentrer dans un détail fin. On le dit souvent, c'est la trésorerie, surtout dans les TPE, la trésorerie est souvent assez light. Et donc, en fait, il faut être capable d'anticiper les encaissements et les décaissements des prochaines semaines, des prochains mois. Alors, en termes d'outils, déjà un bon tableau Excel, ça fait le taf. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait généralement quand on commence un dossier, c'est ce qu'on appelle un cash report. Donc, c'est-à-dire on prend tous les flux bancaires de la société et on va les mettre dans des catégories, dans un tableau Excel. Et ça nous permet de voir déjà un élément important, c'est est-ce que la société consomme de la trésorerie ou en gagne en mensuel sur une période donnée. Donc ça donne déjà un très bon indicateur. Et si on voit que la société en consomme plus que ce qu'elle en gagne, c'est de se dire, OK, avec le solde de trésorerie que j'ai aujourd'hui, combien de mois j'ai devant moi avant de faire une autre levée de fonds ou de partir au tapis, d'aller en procédure amiable, en redressement judiciaire, ou de devoir céder la société, etc. Donc, le premier constat, c'est toujours de regarder la trésorerie. Donc, pour les TPE, c'est très, très vrai, mais ça s'adresse à n'importe quelle taille de société. Et parce que, en fait, au moment où tu sais quel est ton renoué, donc c'est-à-dire le temps qui te reste avec le solde de trésorerie disponible, tu vas pouvoir établir des scénarios. Voilà. Et anticiper une baisse d'activité, par exemple, ou anticiper une cession d'entreprise in bonis, c'est-à-dire que tu es encore en état de pouvoir payer tout le monde et tu es encore en bonne santé financière, c'est le moment peut-être de vendre. Ou si tu attends 6 mois, là, tu vas te retrouver dans une situation peut-être un petit peu plus difficile. Et là, tu vas pas avoir le temps de faire une cession à une valorisation d'entreprise correcte. Et là, peut-être que tu vas perdre de la valeur en tant que dirigeant. Tu as quand même une spécialisation sur les entreprises en difficulté, de par plusieurs expériences, celle que tu as chez 2C Finance, mais aussi celle que tu as eue chez 8 Advisory. C'est quoi une entreprise en difficulté ? Est-ce que c'est j'ai une baisse de commande ? Est-ce que j'ai plus d'argent dans le compte bancaire ? Est-ce que je peux plus payer personne ? On pourrait dire, c'est quoi à peu près la définition, ou à quel moment on pourrait sentir que tu rentres dans cette case-là ? Alors ouais, il y a plusieurs indicateurs. Il y a des indicateurs. En fait, c'est pour ça, je reprends une question que tu avais posée tout à l'heure. C'est en fait, à la fin de mon expérience chez KPMG, j'avais envie de comprendre un petit peu mieux l'analyse financière et de me dire pourquoi est-ce qu'une boîte est en difficulté. Donc, exactement ce que tu demandes. Quels sont les critères qui font dire qu'elle est en difficulté et surtout comment l'aider à se retourner. Donc, c'est pour ça que je suis allé chez 8 Advisory parce que en restructuring, on apprend justement toutes ces techniques-là, tous les clignotants qui nous font dire « Ok, là, on est en difficulté ». Bon, généralement, quand ils viennent nous voir,
quand ils viennent voir 8 Advisory, c'est que c'est déjà bien avancé dans les difficultés. Ok. La clé, c'est l'anticipation des difficultés. C'est ça que le message qui est transmis par les mandataires ad hoc, les administrateurs judiciaires, mais en général, même le tribunal de commerce, c'est toujours d'anticiper les difficultés. Donc, quand on commence à avoir des capitaux propres négatifs, quand on accumule des années en perte, quand on a effectivement la perte du chiffre d'affaires ou d'un gros client qui a un impact significatif sur les équilibres financiers de notre boîte, quand on se dit est-ce que je vais pouvoir payer les salaires dans les prochains mois, quand je commence à devoir rembourser une dette qui est supérieure à ce que je peux rembourser. Tout ça, c'est des éléments qui font dire ok, il faut faire quelque chose. Et donc après, il y a tout un tas de leviers. En France, on a un droit des procédures amiables et collectives qui est très étoffé, donc c'est une émanation du Code de commerce. Et donc, il y a notamment le mandat ad hoc et la conciliation. C'est des procédures, ce qu'on appelle amiables. C'est-à-dire qu'on se présente spontanément devant le tribunal de commerce. Donc, une entreprise, elle peut faire ça? Bien sûr. Et bon, alors après, il y a des règles un peu spécifiques, mais en tout cas, elle peut le faire et dire, bon, je me mets sous la protection du tribunal de commerce et je vais demander de l'aide à un expert tiers, qui est un mandataire ad hoc ou un conciliateur, pour pouvoir négocier avec ce qu'on appelle les créanciers. Les créanciers, c'est tous les tiers à qui je dois de l'argent. Ça peut être les organismes fiscaux et sociaux, ça peut être les banques, ça peut être des obligataires qui nous ont prêté de l'argent à un moment mais qu'on a du mal à rembourser, ça peut être des fournisseurs, ça peut être le bailleur des locaux. Okay. Et en fait, chaque dossier est différent en fonction du business, en fonction des affinités avec lesquelles il travaille tel et tel tiers. Il peut avoir des stratégies déjà depuis des années un petit peu différentes. Et là, d'ouvrir une procédure amiable, ça peut permettre de donner de l'oxygène au niveau de la trésorerie et de permettre à la société de se retourner en douceur. Ça veut dire que, en gros, le fait de se placer sous la protection du tribunal de commerce, tu dis, toi, créancier un tel, je ne vais pas te payer en attendant ou durant une certaine période. C'est un peu ça. Et durant cette période, moi, entreprise, je peux utiliser des fonds pour peut-être investir, innover, chercher un nouveau marché, essayer d'avoir un peu plus de chiffre d'affaires. Et le jour où ça vient, du coup, je pourrais te payer. Comment ça fonctionne? Ouais, il y a des techniques. Il y a des techniques, c'est beaucoup de négociations. On peut pas tout faire. On peut pas tout faire, mais en tout cas, la partie innovation, il faut un petit peu l'oublier malheureusement. Quand on arrive dans ces phases-là, c'est plus on anticipe de la survie. Ouais, je vois. Donc en fait, on peut pas dire à la banque on va arrêter de vous payer pendant 2 ans. Et à côté de ça, je vais faire des augmentations et des bonus pour toutes mes équipes. Ça serait super, mais ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Donc non, il y a des techniques. C'est beaucoup de négociations avec tous ces créanciers. Les banques, généralement, c'est les plus durs à convaincre parce que souvent, elles sont engagées sur des montants significatifs. Et puis surtout, on commence à s'adresser à des publics qui sont spécialisés dans les banques. Ça s'appelle les affaires spéciales. Donc, c'est plus le conseiller qu'on a au quotidien dans notre entreprise qui nous aide à faire le petit crédit, etc. C'est des interlocuteurs qui sont spécialisés dans les entreprises en difficulté, donc eux qui font ça toute la journée. Et donc, c'est pour ça qu'on a souvent besoin d'un tiers, qui est le mandataire ad hoc ou le conciliateur, pour nous aider à faire les négociations. Et moi, le rôle du DAF là-dedans, c'est quoi? C'est qu'en fait, pour ouvrir une procédure amiable, il faut préparer un dossier pour aller voir le tribunal de commerce. Et dans ce dossier, il y a une partie très juridique qui est généralement faite par un avocat spécialisé en restructuring, en droit des procédures collectives, qui explique notamment l'origine des difficultés. Donc là, c'est un wording qui explique on a perdu un gros client ou une loi est venue un petit peu changer notre marché et donc on ne peut plus exercer telle activité, etc. Ah, donc ça, c'est forcément un avocat qui le fait? Ça, c'est ce qu'on appelle une requête. Une requête en mandat ad hoc ou conciliation, c'est un document juridique. Et puis après, il faut aller se présenter devant le tribunal. Et donc là, oui, en général, la société est représentée par un avocat. Ça veut dire qu'en fait, le fait que ce soit l'avocat qui le fasse, est-ce que c'est une obligation que ce soit un avocat ou alors est-ce que c'est le fait que ce soit lui qui le fasse, ça donne plus de corps et plus de légitimité? C'est recommandé. Okay. Je ne saurais pas dire si c'est une obligation. Je crois que le dirigeant lui-même peut aller déposer sa requête. Mais sur les dossiers, en tout cas que moi je traite, il y a quand même des enjeux financiers importants derrière. Donc c'est recommandé. Et puis sur la partie, moi qui m'intéresse, c'est la partie financière. Il faut avoir une comptabilité quand même assez à jour pour calculer ce qu'on appelle l'état de cessation des paiements. Ça, c'est une notion qui est dans le droit des procédures collectives, c'est-à-dire l'actif disponible moins le passif exigible.
Donc, c'est-à-dire, en résumé, le cash qui est disponible en banque, moins les dettes en retard de paiement. Et donc, en fait, si cette différence est positive, on n'est pas en état de cessation des paiements. Si cette différence est négative, on est en état de cessation des paiements. La règle, c'est de savoir si on est en cessation des paiements depuis plus ou moins de 45 jours. Ça nous permet de savoir si on peut rentrer en conciliation ou pas. Et si on est en cessation des paiements depuis plus de 45 jours, normalement, c'est redressement judiciaire direct. Bon, après, tout ça, c'est de la pratique. C'est comme toujours dans la vie, hein, il y a la réalité et la pratique. Et il y a la théorie et la pratique, pardon. Et qu'en fait, le DAF, il est aussi là pour préparer la requête sur la partie financière. Donc, il s'assure que la compta soit à jour. Il prépare le tableau d'état de cessation des paiements. Et il doit faire aussi un prévisionnel d'exploitation et de trésorerie pour montrer en fait au tribunal de commerce qu'il y a des leviers qui sont actionnables pour faire en sorte que la société continue à exister demain, à payer ses salariés, à payer ses charges, à rembourser sa dette, etc. Et donc, en fait, il y a une présentation spécifique que moi, j'ai appris dans les cabinets spécialisés, où surtout sur la trésorerie, on présente les leviers de la conciliation ou du mandat ad hoc qu'on peut activer pour gagner du temps et de l'oxygène et étaler des dettes sur un horizon de temps plus long que ce qu'avait la société initialement. Quand on emploie le verbatim et le mot-clé redressement judiciaire, tu dis ça fait peur. Ouais, tu dis ça fait flipper. Mais ça veut dire quoi concrètement, redressement judiciaire? Redressement judiciaire, c'est un fabuleux moyen juridique et financier pour retourner une entreprise. En fait, le redressement judiciaire, on est déjà quand même bien avancé dans les difficultés. Tout à l'heure, je parlais d'anticipation parce qu'en fait, la clé, c'est ça. L'objectif, c'est de ne pas faire aller la société en redressement judiciaire parce que à ce moment-là, elle est marquée au fer rouge. Il y a une inscription dans son cabis qui dit entrer en redressement judiciaire tel jour, telle heure au tribunal. Donc en fait, tout de suite, quand on est en redressement judiciaire, on va avoir beaucoup plus de difficultés à garder ses clients, à bosser avec les mêmes fournisseurs. On va inquiéter nos salariés. Il y en a qui vont démissionner. Donc en fait, on est dans un mode très stressant pour tout le monde. Et c'est pas trop souhaitable. Parfois, on n'a pas le choix. Mais quand on a le choix et quand, en tout cas, on est DAF et qu'on peut alerter le client en lui disant « Monsieur le client, voilà mes prévisions de trésorerie pour les prochains mois. Si on ne fait pas des actions correctives, on va potentiellement se retrouver en redressement judiciaire. » Donc, il existe un certain nombre de leviers qu'on peut activer en amont. Donc, ça, c'est les procédures amiables dont je parlais avant. Et on fait en sorte qu'ils nous écoutent. C'est beaucoup de pédagogie, en fait. Moi, ce que je fais, c'est beaucoup de pédagogie auprès de mes clients et aussi auprès des DAF de Dossier Finance. Aujourd'hui, on est 80 DAF partout en France. On est quelques-uns à avoir une expérience restructuring en interne, donc on s'est fait une petite équipe et on fait de la formation. On prépare régulièrement des séances de formation pour expliquer ce que c'est que l'état de cessation des paiements, quels sont les leviers à activer. On fait des sessions de formation avec des avocats restructuring et des mandataires ad hoc pour expliquer la partie beaucoup plus procéduriale des choses. Et on dit au DAF, OK, voilà les signaux faibles sur lesquels il faut être vigilant et surtout anticiper et former les dirigeants. En tout cas, en parler, communiquer, parce que tu as raison, le mot de redressement judiciaire, il fait peur et les dirigeants, ils ont l'impression que, OK, à partir de ce moment-là, ça y est, je suis mort, ma société vaut plus rien. Mais ça veut dire quoi en fait? À partir de ce moment-là, dès que tu as le fer rouge, concrètement, tu donnes quoi comme information aux autres? Et d'un point de vue opérationnel, qu'est-ce qui se passe quand tu es en redressement judiciaire? Est-ce que tu peux plus utiliser? Est-ce que tu peux plus acheter? Est-ce que tu peux plus... Alors oui, t'es marqué au fer rouge, c'est-à-dire qu'il y a une mention dans ton cabis. Donc ça veut dire que les tiers, c'est public. Donc les tiers savent que tu es rentré en redressement judiciaire pour une période donnée. Donc il n'y a pas 36 options de sortie. Soit c'est un plan de continuation, c'est-à-dire que tu arrives pendant une période d'observation de 6 mois, généralement, tu arrives à monter un plan pour faire en sorte que tu arrives à faire continuer à vivre ta société tout en remboursant ce qu'on appelle le passif gelé. C'est-à-dire qu'à la date d'ouverture du redressement judiciaire, toutes les dettes que tu avais à cette date-là sont gelées. C'est-à-dire que genre, tu dois 1 million. Oui. Donc là, tu les payes pas. Ah ben là, tu les payes pas. Tu ne payes que tous ceux qui continuent à travailler avec toi alors qu'ils savent que tu es en redressement judiciaire. Les salariés, par exemple. Ah ben les salariés, ça c'est obligatoire, mais notamment des fournisseurs. Oui.
Les fournisseurs, peut-être tu peux avoir des freelances qui continuent à bosser pour toi, ils savent que tu es en redressement judiciaire, eux, tu dois les payer comptant. C'est-à-dire, il n'y a plus de délai de paiement, tu dois les payer direct. Donc, plan de continuation, tu as grosso modo 6 mois pour activer un plan, pour faire les scénarios, et ça, c'est le DAF qui peut t'aider à le faire, et se dire, OK, là, dans ce contexte-là, je peux demander à des investisseurs peut-être d'investir, mes actionnaires historiques de réinvestir, ils ont un avantage qui s'appelle le privilège de New Money à réinvestir dans ces cas-là. Ça veut dire qu'ils vont être privilégiés si demain la boîte part au tapis, mais qu'il reste des actifs qu'on va vendre, ils vont pouvoir se servir quasiment en premier, après les organes de la procédure et les salariés, qui sont super privilégiés, eux. Mais pour revenir au plan de continuation, ça, c'est la sortie par le haut. C'est-à-dire qu'on sort de redressement judiciaire. Là, j'ai accompagné un client dans ce cas-là. C'est une start-up d'intelligence artificielle. Donc, en fait, pendant 2 ans, on a alterné avec un niveau de trésorerie très faible. On a demandé des bridges à nos actionnaires qui remettaient un petit peu, mais pas suffisamment pour nous donner assez d'air. On courait après des subventions, on décalait des choses, etc. Et donc, on a enchaîné 2 conciliations. Et à un moment donné, il y a eu un process de cession, audit. On est allé jusqu'au bout et c'était l'année dernière, juste avant le mois d'août, à peu près dans le même timing. Et là, j'ai dit au client, c'est simple, c'est soit on arrive à faire cette cession, soit c'est redressement judiciaire. Donc, j'avais préparé la requête pour ouvrir le redressement judiciaire, tout en ne la déposant pas, mais on avait les chiffres, on avait le doc. Et puis, le deal s'est pas fait. Donc, le 15 août, je me rappelle très bien, le dirigeant m'appelle, il me dit, Cyril, ça y est, on doit aller déposer la requête au tribunal de commerce. Donc, paf, redressement judiciaire. Et donc là, les actionnaires, en tout cas de ces sociétés, ont remis un petit peu d'argent après l'ouverture du redressement judiciaire. Ils ont mis un manager un petit peu de transition, un petit peu de crise, qui avait cette expertise de gérer la partie un petit peu humaine, sociale, qui est compliquée. Et puis surtout, redonner de l'air et arriver à faire augmenter le chiffre d'affaires. Là, c'était ça le problème dans ma startup, en l'occurrence, c'est qu'il n'y avait pas un niveau de chiffre d'affaires qui permettait de couvrir toutes les charges. Et donc là, il a réussi quand même à avoir de beaux contrats, malgré le fait que la société soit en redressement judiciaire. Donc, c'est quand même la preuve qu'il y a des belles histoires qui se racontent en redressement judiciaire et ça permet de repartir. Là, ils vont bientôt sortir de redressement judiciaire. Donc, il y aura eu cette phase un petit peu difficile, mais ça a assaini aussi un certain nombre de choses et ça a permis, donc, le passif qui est gelé à l'ouverture. Après, il y a des règles un petit peu de remboursement, mais c'est un passif qu'on peut étaler jusqu'à 10 ans. Et après, on peut avoir des deals avec les créanciers pour dire, si tu veux, je peux te payer 50% tout de suite et le reste des 50%, tu t'assois dessus, c'est perdu. Donc en fait, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est un outil de négociation et d'ajustement pour faire en sorte que la boîte continue. Donc soit on arrive à faire un plan de continuation, soit on fait un plan de cession, c'est ce qu'on appelle les reprises à la barre du tribunal. Donc là, en général, on reprend que les actifs et pas vraiment les passifs. Donc ça, c'est en général des sociétés qui sont un petit peu concurrentes, qui sont intéressées pour reprendre leur voisin qui est en redressement judiciaire à la barre, qui reprend des actifs pour étendre un marché géographique ou une nouvelle compétence, etc. Pour pas trop cher. Alors après, attention, le pas trop cher, c'est qu'en fait, on reprend les actifs, mais après, il y a toute une notion de BFR, c'est-à-dire qu'il faut relancer l'activité, il faut payer des salariés pendant un certain temps, avant peut-être qu'on puisse retrouver du chiffre d'affaires derrière. Donc, ça prend un certain temps et ça a quand même un coût. Ça, il faut s'entourer de spécialistes parce qu'il ne faut pas croire que le redressement judiciaire et la reprise à la barre, c'est des super coups faits pour 1 euro. Certains écrivent ça sur les réseaux, mais c'est faux. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Quelle est la culture d'une boîte qui rentre en cessation de paiement ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? C'est quoi la psychologie des gens ? Et justement, toi, tu disais qu'on fait beaucoup de pédagogie et on discute beaucoup, et c'est beaucoup de négo, et c'est beaucoup de conversations. Souvent, alors, j'ai bien compris, j'allais dire, qu'est-ce qui amène, mais j'ai un client en moins, j'ai un gros client qui me prend plus de commandes, j'ai une réglementation qui fait que ça diminue. Mais est-ce qu'il n'y a pas non plus... tu vois, un manque de compétences aussi parfois chez certains entrepreneurs où en fait il a la rue le mec, tu vois. Non mais bien sûr, et alors personne ne choisit d'aller en redressement judiciaire de bonne foi, c'est-à-dire que souvent c'est quand même un petit peu subi et c'est assez difficile pour les dirigeants d'ailleurs de vivre ça parce qu'ils ne sont pas vraiment préparés. Disons que c'est un autre métier, c'est-à-dire que d'être chef d'entreprise, de gérer une boîte saine qui est en croissance,
de faire de l'ouverture de nouveaux marchés, de nouveaux services, etc. C'est un métier. D'accompagner une boîte qui est en difficulté, d'avoir toujours l'œil sur la trésorerie dès qu'on se réveille le matin, et même sûrement d'y penser toutes les nuits, de savoir si on va pouvoir payer nos salariés, etc. à la fin du mois, c'est un autre délire. Et en fait, personne n'est jamais vraiment préparé à ça, à part des gens dont c'est le métier, qui en ont fait un métier. Et c'est pour ça que parfois, il y a un peu des burn-out. C'est-à-dire que les dirigeants, c'est un moment très, très difficile de la vie de l'entrepreneur, d'arriver dans ces phases de vie de l'entreprise. Après, c'est une des phases de l'entreprise. Hein, c'est-à-dire qu'il y a la création. Quoi. Exactement, c'est un cycle. Donc, naturellement, il faut qu'il y ait des boîtes il y a des boîtes qui doivent mourir. Et il y a un certain nombre de boîtes qui en fait sont en mort un petit peu latente, mais il y en a quand même beaucoup. Par exemple, depuis le Covid, on a pu faire des décalages de prêts, on a eu des PGE, donc on a été sous perfusion, on n'a pas payé des charges sociales pendant des années. Et en fait, on a décalé un mur de dette qui, au final, à un moment, il faut bien finir par rembourser. Et pendant ce mur de dette, peut-être qu'on ne l'a pas anticipé pendant ce temps-là. En fait, on l'a anticipé, mais c'était tellement... je te rappelle, le monde était fermé, donc en fait, on ne savait même pas à quelle sauce on allait manger. Donc on s'est dit, on verra demain. Puis là, on est demain, on est même après-demain, et on se retrouve quand même avec ce mur de dette dans notre bilan. On n'arrive pas bien à rembourser. En tout cas, l'exploitation de la société ne permet pas de générer suffisamment de trésor ou d'activité pour rembourser tout le monde. Et donc, voilà, moi, j'ai assisté à pas mal de boîtes qui sont parties un petit peu au tapis à cause de tous ces décalages de dettes. Mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, ça fait partie aussi du cycle de vie de l'entreprise et d'avoir une liquidation. Alors, il y a 2 types de liquidation, hein, je précise, parce que parfois, c'est peut-être pas très connu, mais il y a la liquidation judiciaire. Ça, c'est-à-dire quand on a trop de dettes finalement et que notre passif exigible est bien supérieur à notre actif disponible. On n'a plus suffisamment de cash pour payer tout le monde. Donc là, on est obligé de partir en liquidation et terminer, fin de la boîte. Et après, on peut avoir une liquidation, ce qu'on appelle amiable. Là, c'est-à-dire qu'on a la trésor pour payer tout le monde. On décide en fait de fermer la boîte. Ça peut être une stratégie aussi, de la fermer avant d'être en liquidation judiciaire. On peut la fermer de manière amiable, c'est-à-dire on paye toutes nos dettes, il reste un petit peu de trésor, on la redistribue aux actionnaires. Et voilà, donc ça a quand même une grosse différence, c'est qu'en fait, l'entrepreneur aussi est marqué au fer rouge en liquidation judiciaire. Par exemple, s'il n'a pas remboursé des banques pour plusieurs centaines de milliers ou millions d'euros, ça sera plus difficile pour lui de recréer un nouveau projet, en tout cas avec ces banques-là. Et même, il y a un système de fichiers interbancaires. En fait, toutes les banques de la place vont savoir que cet entrepreneur-là a planté une boîte. Donc, moi, c'est ça que je dis aussi dans la pédagogie des dirigeants, c'est que parfois, il vaut mieux essayer de vendre sa boîte, même si c'est à une valeur d'entreprise un petit peu décotée que ce qu'avait en tête l'entrepreneur. Mais ça sera toujours mieux pour le rebond du dirigeant demain que d'avoir subi le redressement judiciaire pendant des mois et d'être allé jusqu'à la liquidation judiciaire, parce que là, à la fin, tu n'as rien. Tu t'es disputé avec tous tes actionnaires. Tu es marqué au fer rouge chez les banques. Et pour relancer un projet, déjà, il faut retrouver la motivation. Il faut retrouver les partenaires. Quand tu n'as plus de partenaires actionnaires et que les banques veulent plus trop te suivre, c'est difficile de relancer un projet derrière. Tu vois, tu mentionnais le client que tu avais eu par le passé avec l'intelligence artificielle, là, qui était dans ce domaine-là. Et il fallait convaincre les actionnaires qui remettent. Ouais, c'est difficile. Alors, ça. Justement, eux, ils ont parié, ils ont investi. À la fin, tu arrives, tu dis « Ah, au fait, j'ai un problème. » Et comment ça se fait qu'eux, ils remettent ? Quel a été le point qui fait qu'il a réussi à les convaincre ? Et j'imagine que le fait qu'il y ait de la data ou de la donnée financière, ça aide aussi. Mais si tu peux raconter aussi un peu l'envers du décor. Alors, l'envers du décor, c'est que, moi, c'était assez complexe ce dossier-là. Quand je suis arrivé, il y a eu une dispute entre associés. Donc il y a un des 3 associés qui est parti. C'est un deuxième qui a pris sa place en tant que CEO. OK, mais donc, lui, il n'avait pas du tout de culture financière. Donc, le premier truc que j'ai fait avec lui, c'était de mettre en place un outil. Je ne sais pas si je peux... Oui, tu peux donner tous les outils. Voilà, c'est l'outil qui s'appelle Agicap. Ça permet d'agréger les comptes en banque. Donc, il y avait plusieurs banques là, dans ce dossier-là. Et donc, on avait une vision agrégée de la trésorerie. Et puis surtout, on était capable de faire un scénario pour se dire, OK, les encaissements et décaissements, surtout les encaissements de nos clients, quand est-ce qu'ils vont intervenir ? C'était une boîte de logiciels. Donc, c'est des encaissements, ce qu'on appelle upfront. Les clients payent 12 mois d'abonnement pour avoir la solution sur les 12 prochains mois. Et donc, on a
des phases où on faisait des renouvellements d'abonnements, donc on avait des gros encaissements, et puis d'autres phases où on avait très peu d'encaissements. Donc en fait, avec ce logiciel, on a pu faire un certain nombre d'arbitrages, et lui, il suivait ça quotidiennement, et ça, c'était super, parce que j'ai mis ce logiciel chez d'autres clients qui le suivaient beaucoup moins. Mais dans une phase de restructuring, il faut regarder le cash, et lui, il avait très bien compris, donc tous les matins, il se connectait, il affectait les flux dans la GCAP, et puis après, on se disait, bon, ok, qu'est-ce qu'on paye, qu'est-ce qu'on ne peut pas payer, etc. Donc, comment est-ce qu'on convainc les actionnaires ? En fait, on fait nos prévisions de trésor, on montre qu'à un moment donné, on n'arrive plus à payer les salaires, donc il faut trouver des solutions. Donc, les actionnaires, ils ne sont pas très contents. C'est clair que quand on leur dit... Monsieur le fonds, vous allez devoir mettre 500 000 € pour sauver la boîte. Ils disent OK, mais quelles sont les perspectives ? En fait, il faut. C'est bien de faire le constat que ça va pas bien, mais il faut proposer des solutions alternatives. Donc, les procédures amiables, ça peut être des solutions alternatives, mais de se dire OK, si on a votre bridge, c'est ça, c'est le refinancement, on va pouvoir faire telle et telle action. Et on se donne l'espoir que on arrive à retrouver la valeur d'entreprise que vous avez espéré atteindre quand vous avez investi initialement. Moi, je m'adresse beaucoup à des fonds de venture capital. Chez Dossier Finance, on a beaucoup de startups. Donc, les fonds de venture capital, ils investissent tôt dans les startups. Il y a un énorme risque parce que parfois, le marché n'est pas encore connu, pas mature, etc. Donc, bien sûr, le réinvestissement, ça fait partie du fonds de venture capital. Mais il faut surtout leur proposer une histoire et être plutôt bon dans la prévision de trésorerie. Et ça, c'est difficile du point de vue du DAF parce que souvent, l'entrepreneur, il y a un peu une ambivalence. C'est-à-dire que l'entrepreneur, il a envie de présenter des chiffres super sexy. Et puis le DAF, il sait que ce n'est pas réaliste. Donc parfois, on est quand même un petit peu pris entre deux feux. On ne peut pas présenter n'importe quoi aux actionnaires. Et il faut que notre client soit OK aussi avec les chiffres qu'on présente. Donc il y a un juste milieu qui n'est pas forcément toujours facile à trouver. Et d'autant plus quand on montre aux actionnaires des chiffres qui, dans l'historique, ne sont jamais réalisés. Comment toi aussi, tu arrives à temporiser l'entrepreneur et d'avoir cette crédibilité de dire mais en fait, ce que tu racontes, c'est irréaliste, tu vois. Alors que lui, il est dans son business. Ça passe par ce que je te disais, c'est d'avoir réussi à gagner sa confiance. Ça prend quelques mois généralement pour y arriver. C'est la discussion et la franchise que tu peux avoir aussi avec les actionnaires. Parfois, il y a des dirigeants qui sont quand même un petit peu tentés en board de présenter des chiffres un petit peu enrobés. Et nous, on a une position pas facile entre deux parce qu'on est garant un petit peu de l'information financière. C'est notre réputation que de présenter des choses qui soient proches de la réalité. Après, voilà, il faut faire une explication de texte. On peut présenter des chiffres, mais dire, bon, on a anticipé un petit peu telle ou telle commande, etc. Bon, ça peut s'expliquer. Après, présenter des chiffres complètement faux, non, ça, on ne fait pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne fais pas. Donc, en fait, ce qui est compliqué, c'est surtout sur la partie commerciale. C'est-à-dire qu'on s'entretient avec le responsable commercial et il nous dit, bon, ben voilà, j'anticipe un pipe de X millions d'euros de chiffre d'affaires sur les 3 prochains mois, etc. Je dis, OK, comment est-ce que tu décomposes le timing des encaissements ? Et après, je vois si c'est réaliste. Et là, je challenge le responsable commercial aussi. Ce n'est pas que le dirigeant qui fait les prévisions. Et je dis, mais attends, est-ce que tu es sûr ? Parce que ce client-là, généralement, c'est un mauvais payeur. On devrait peut-être le décaler au mois d'après. Et comme ça, on arbitre et on essaie d'avoir la présentation des chiffres la plus cohérente possible. Donc, il y a la phase où on essaie de discuter un bridge avec nos actionnaires. Et la phase, quand on arrive dans les difficultés, vraiment, quand on s'adresse au tribunal de commerce, moi, j'ai une stratégie beaucoup plus radicale. C'est-à-dire que j'arrête d'écouter... Enfin, je prends les prévisions du directeur commercial et je divise tout par 2 ou par 3. Voilà. Non, parce qu'en fait, on arrive dans un truc où on doit se poser la question de qu'est-ce qui se passe si vraiment ce client ne me paye pas ? Quand est-ce que je vais pouvoir payer les salaires ? Et là, à ce moment-là, moi, je ne peux plus du tout faire de scénario qui soit trop optimiste. Il faut vraiment le scénario dégradé pour connaître le pire des scénarios et ajuster les curseurs en fonction. Ok. En fait, c'est peut-être à ce moment-là qu'on est le plus crédible dans la prévision d'une entreprise, quand on est plus en phase de difficulté et qu'on arrive finalement à tenir les objectifs qu'on s'est fixés, plutôt que dans une phase où genre... Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure...
la partie restructuring, c'est un formidable moment où on se repose la question. C'est un petit peu comme si c'était la genèse d'un projet de création d'entreprise, en fait. Carrément. Tu reviens à quel était le gras que j'ai eu dans l'entreprise, qu'est-ce qui n'a servi à rien et qui m'a coûté beaucoup d'argent, et quels sont les fondamentaux, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je vends, quel est mon produit, quel est mon service, quels sont mes clients, quel est le cycle de vente de mon produit ou service, de combien j'ai besoin de salariés pour réussir à faire ce que je fais, de quels sont mes fournisseurs stratégiques, quel est le niveau de dette qu'il me faut, est-ce que j'ai besoin de dette, est-ce que j'ai pas besoin de dette, est-ce que j'ai besoin de lever des fonds ou pas. Et en fait, tu te reposes toutes les questions fondamentales de l'entreprise et de l'entrepreneuriat de manière générale. Donc moi, c'est pour ça que j'aime bien cette phase, parce que c'est, OK, on a en plus la connaissance du passé, donc on va essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs 2 fois pour relancer une activité. Et c'est aussi ça qu'on vend aux investisseurs. C'est de se dire, on s'est planté sur tel et tel aspect, on ne va pas refaire les mêmes erreurs. Après, ça peut être aussi sur des startups, parfois, ça je l'ai vu aussi, j'ai un dossier comme ça d'ailleurs, en ce moment, où en fait la startup avait levé 4 millions d'euros sur un projet. C'était des NFT. Bon, à l'époque, c'était la mode. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins la mode. Donc en fait, le marché s'est complètement effondré. Donc en fait, au moment où ils ont consommé à peu près 2 millions de trésorerie, donc la moitié du magot, ils se sont dit, il faut qu'on fasse autre chose. Donc, ils ont dit aux actionnaires, on va pivoter, on va changer de business model. Et là, ils ont recréé une startup avec la même entité légale, la même équipe, et ils ont pivoté sur un autre secteur d'activité et qui commence enfin à plus ou moins bien marcher, mais qui a une traction commerciale. Ok. Hyper clair. Masterclass, Cyril. On arrive déjà quasiment à la fin de cet épisode et donc il y a un truc qu'on n'a pas abordé non plus, c'est la création. Merci beaucoup pour toute cette pédagogie et cette vulgarisation. Je pense aussi que le fait de se planter pour un entrepreneur, c'est hyper salvateur parce que ça te permet aussi, tu vois, là, tu as payé un MBA avec Exactement. Trip, quoi. C'est un MBA qui t'a fait transpirer, là, qui t'a coûté beaucoup moins d'argent. Et c'est un très bon apprentissage en fait, de passer par une phase de difficulté. Il faut se faire accompagner par des professionnels parce qu'il y a une dimension psychologique qui est hyper importante. En fait, en général, les entrepreneurs ne ressortent pas indemnes de cette phase-là. Et puis, il faut aussi qu'ils se préservent parce qu'ils sont au bord du burn-out, voire en burn-out permanent sur ces phases d'activité-là. Et c'est difficile. Donc, moi, j'essaie de faire beaucoup de pédagogie, presque un peu de psychologie, parce que c'est des phases difficiles, quoi. Ouais, ça veut dire qu'en fait, toi, tu as une position aussi. La situation, elle est telle qu'elle est. Elle n'est pas marrante, mais voici les solutions. Et du coup, ça ouvre un peu l'esprit. Et ça permet de se dire, OK, en tout cas, j'ai une porte d'issue. Oui. Je vais essayer d'aller chercher celle dans laquelle j'ai peut-être le plus d'énergie ou le plus d'appétence ou le plus d'envie. Bon, bref, peu importe. Et du coup, je pense qu'en termes de conseils et de valeur que tu peux apporter à un dirigeant quand tu es CFO part-time, en ayant vu toutes ces boîtes en difficulté, du coup, ça rend tes conseils plus précis, en fait. Et même, tu peux peut-être que tu arrives à un peu calmer la fougue d'un entrepreneur en étant peut-être plus rationnel, je sais pas. En tout cas, je lui parle d'expériences que j'ai eues chez d'autres clients. Et là, je commence à avoir un certain nombre d'exemples où je lui dis, voilà, on a fait telle option, voilà ce qui s'est passé derrière, voilà ce qui risque de se passer si on choisit tel plan. Effectivement, du coup, ça nous permet d'éliminer, au contraire de privilégier des options en fonction de toute cette expérience accumulée. Et on discute aussi, parce que le dirigeant, là j'ai un dossier intéressant où j'ai des dirigeants qui ont une opération M&A en tête, qui est hyper intéressante, qui est hyper structurante pour eux. Mais la réalité, c'est qu'en fait, la trésor les rattrape. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas suffisamment de trésor pour correctement voir les 6 prochains mois, 6-8 prochains mois pour faire une opération M&A, que c'est quand même toujours très long. Donc, tu as fait intervenir des gens, des spécialistes, des transactions. Il y a toujours une phase d'audit, une phase de négociation, le financement, la LOI, les interactions avec les avocats, etc. Donc, tout ça, ça prend des mois. Et en fait, si on n'a pas la trésor pour tenir ces mois-là, en fait, l'opération ne se fait pas. Hyper clair. Dans ton expérience, puisque à l'origine, quand même, tu fais un diplôme d'expertise comptable et aujourd'hui, tu bosses dans un cabinet de conseil financier au sens général. Si je prends juste la brique CFO part-time, en gros, tu n'as pas besoin de faire l'expertise comptable pour non, c'est vrai. aller faire ce job. On est quelques diplômés d'expertise comptable. Moi, je considère que c'est un super vernis à avoir. D'ailleurs, quand je me présente chez les clients, je me présente à leur expert comptable en disant « Je suis moi-même diplômé d'expertise comptable ». Donc,
ils savent qu'ils peuvent pas me la faire à l'envers sur la partie compta. Ouais. Mais en tout cas, je leur dis aussi, je comprends vos difficultés et je vais essayer de mettre en œuvre tout un tas de choses en interne pour vous simplifier la vie demain. Ok, très clair. Donc, tu vas quand même monter un bureau en expertise. Raconte-nous un peu l'histoire de la création de ce cabinet. Finalement, avec Tonton, quoi. Ce que tu m'as apporté au début de l'épisode. C'est ce que je disais au début. Tonton, il m'a motivé. Ça a été un peu le modèle pour faire ce métier-là. Parce que c'est vrai que du point de vue extérieur, quand tu es un jeune, tu te dis, bon, expert comptable, pourquoi c'est quoi ce job? Et en fait, Tonton, il m'a vraiment montré l'envers du décor et la réalité du métier. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire, je veux faire ça. Et donc, en fait, à un moment, donc, j'étais chez Eight Advisory, super cabinet, super mission, dossier de référence, etc. Mais aussi, la réalité, c'est que c'est un cabinet où on bosse beaucoup, on transpire. Et à un moment donné, Tonton m'appelle, il me dit, écoute, Cyril, il y a une opportunité chez moi, j'ai besoin d'un diplômé pour agrandir le cabinet, etc. Je te propose qu'on s'associe, on ouvre le bureau parisien du cabinet donc tu vas bénéficier de ma logistique, de mes équipes dans mon cabinet, de mes compétences, parce qu'il y avait un pôle, enfin, il a toujours un pôle social qui fait les fiches de paye, les contrats de travail, etc. Il a un pôle juridique, donc tout sur la partie création d'entreprise. Ça m'a beaucoup servi parce que j'ai beaucoup d'entreprises, de création d'entreprise, cession de parts, enfin, tout ce qu'on peut imaginer sur le juridique. Et puis après, il avait toute une batterie de collaborateurs comptables qui m'ont aidé. À l'époque, je travaillais sur Cégide. Bon, ça a été une sacrée expérience. Et en fait, donc, je crée ce cabinet avec lui, mais qui est en fait une coquille vide. C'est-à-dire qu'on crée un nom, Wellcap, en référence au Cap Corse, c'est la région qui nous est chère. Mais fondamentalement, j'ai pas de marque, pas de réputation, pas de clientèle quand je m'installe. Donc, c'est une vraie aventure entrepreneuriale, même si j'ai un tout petit backup avec lui. Il faut que je me défonce pour arriver à faire quelque chose. Voilà. Donc je me lance. Avec mon petit réseau, j'arrive à avoir mes premiers clients. Et puis après, un truc extraordinaire, c'est que quand tu travailles bien et tu donnes de l'énergie, du temps, des conseils précieux à des gens, bah, ils te le rendent bien parce qu'en fait, ils te recommandent. Et petit à petit, comme ça, effet boule de neige, je commence à avoir de plus en plus de clients en expertise comptable. Je fais quelques missions exceptionnelles en commissariat aux comptes. Et en modélisation financière. Je fais quelques business plans pour aider des projets à lever des fonds ou à faire des crédits à la banque. Mais en fait, assez rapidement, je me rends compte que la partie expertise comptable récurrente prend le dessus sur toutes les missions exceptionnelles qui me plaisaient tant et qui étaient à plus forte valeur ajoutée. Et là, on revient à l'ambivalence tout à l'heure dont tu parlais, entre le cabinet expertise comptable et le cabinet de conseil. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'appelle le cabinet de conseil, je mets un peu tout le reste qui n'est pas de la compta là-dedans. Et en fait, je me suis retrouvé à me diriger dans la partie cabinet comptable. Je dis même plus d'expertise comptable parce que là, c'était vraiment de l'abattage. Je devais faire des déclarations de TVA mensuelles, les obligations, les acomptes d'IS, CVAE, etc. Et là, en fait, je rigolais beaucoup moins. C'est-à-dire que le métier qui m'avait fait tant rêver d'accompagnement des dirigeants, par la force des choses, je l'avais de moins en moins. Et ça, c'était terrible parce que à un moment, je me suis dit, bon, ok, est-ce que je recrute pour pouvoir passer du temps à faire cet accompagnement de dirigeants? Et en fait, je regardais les équilibres financiers. C'était des petits dossiers que j'avais, donc les honoraires étaient assez faibles. Il y a des gens qui me négociaient parfois pour 20 € hors taxe par mois. Tu as la concurrence des experts comptables en ligne. Tu as la concurrence du marché parisien où il y a quand même énormément, il y a à peu près 1000 experts comptables diplômés en région parisienne, plus 1000 autres qui n'ont pas le diplôme mais qui font quand même ce métier-là. Bon, ok. Donc en fait, c'est très concurrentiel. Il y a un gros turnover dans la profession et c'est difficile aussi de recruter des gens que tu vas former et de voir partir 2 ans après. Je ne me suis pas projeté là-dedans. Donc voilà, au bout de 18 mois déjà, je commençais à sentir que ça allait pas trop. Alors j'ai été formé aussi par Tonton à la base, au BABA, parce que je te rappelle, j'ai fait 50 KPMG, un peu moins de 2 ans de Eight Advisory. J'arrive là, on me dit tu vas faire une déclaration de TVA sur Cégide. Cégide, c'est les années 80, 90. Hein. Là, je me suis dit, c'est quoi ce logiciel? Et alors, ce qui est drôle, c'est que je me suis lancé en même temps que Penny Lane s'est créé. Et donc, je voyais, et voilà, j'avais cette ambivalence de cabinet sur Cégide régional avec la nouvelle mouvance de l'expertise comptable, des logiciels un petit peu intuitifs
qui présente aux clients des dashboards, un suivi de la trésorerie, une simplification pour récupérer les flux bancaires, les factures. Moi, j'ai passé des jours et des heures et des semaines à faire quoi ? À faire signer des mandats bancaires, à faire des opérations sur jeudéclare.com pour pouvoir envoyer, télétransmettre à l'administration fiscale, mais des trucs qui n'ont aucune valeur, aucun intérêt pour les gens qui le font, aucune valeur pour le client à la fin, et que tu ne peux même pas refacturer. En fait, ça t'a fané, ça. Ça m'a fané, Ouais, je vois. mais complet. Peut-être que tu le sens là. Ouais, bien sûr que je le sens, parce que c'est une claque dans la tronche que tu t'es prise. C'est une claque dans la tronche. Et c'est comme le dirigeant qui part en redressement judiciaire. Moi, ça a été mon redressement judiciaire. Ouais, je vois. Ça a été une grosse claque dans la tronche de... En fait, je m'étais imaginé un scénario de carrière. Moi, je rêvais d'avoir mon petit cabinet de région avec les clients que je connais par cœur. Tu vois, un peu le stéréotype du notable expert comptable qui connaît par cœur ses clients, qui les défend en cas de contrôle fiscal, etc. Moi je m'imaginais bien dans ce schéma. Et en fait, par la force des choses, j'ai pas du tout pris cette voie. J'ai fait une carrière dans des gros cabinets parisiens et j'ai adoré ce que j'ai fait sur la partie accompagnement des dirigeants. Et je me suis dit, bon, cette voie-là de l'expertise comptable ne me convient pas. Je me vois pas racheter des parts d'un cabinet, mettre 10 ans de dette sur la tête pour rembourser et en plus être avec des outils sur lesquels j'adhère pas du tout. Pour moi, c'est fini, ces logiciels genre Cegid, c'est le passé. Et je suis très content que Penny Lane soit arrivé. Il y avait une histoire, enfin, je me rappelle, ça m'avait marqué. C'était une histoire en 4. Au bout de 4 mois, j'avais à peu près 4 clients et eux, ils levaient 4 millions d'euros. Ok, je vois. Voilà. Donc, c'était un truc en 4 et je me suis dit, wow, mais en fait, c'est ça le futur de l'expertise comptable. C'est pas là où je suis en train de passer du temps. Donc, toi, tu fais cette expérience 2 ans, décembre 2019, novembre 2021. Je trouve ça intéressant ton feedback parce que ça veut dire que, en tout cas, à cette époque, peut-être que les outils aussi aujourd'hui ont un peu plus évolué Oui. par rapport à ce que c'était par le passé. Oui. Mais tu t'es fait bouffer par l'opérationnel. Finalement, cette tenue de la comptabilité qui fait que ça n'a pas pu te permettre de dégager du temps. Et donc, je travaillais avec des gens qui négocient pour 20 euros par mois. Et donc, du coup, pour aller dégager des niveaux de marge qui sont suffisamment importants, c'est compliqué de manière unitaire. Sauf si le client, lui, il va te acheter des missions de conseil. Donc, du coup, tu vas pouvoir l'upgrader, ça va être cool. Et ouais, mais là, en fait, ce qui est terrible, c'est que t'es aux prémices, tu vois tout ce qui se passe dans l'entreprise, mais en fait, le dirigeant, il t'identifie même pas comme celui qui peut faire la mission de conseil. Ouais, je vois. Et ça, c'est hyper frustrant. Je dis, non, mais moi, je veux être le gars qui m'appelle pour la mission de conseil. Okay. Donc, et là, j'ai compris, et c'est terrible, c'est-à-dire que je suis passé, donc du jour au lendemain, j'arrête, disons, l'expertise comptable traditionnelle dans un cabinet, je vais dans un cabinet de DAF à temps partagé, et là, je me retrouve à facturer entre 1000 et 1200 euros par jour hors taxe. Et j'ai personne qui redit quoi que ce soit sur mes factures. Et là, j'ai compris ce que c'était que la valeur perçue par le client par rapport au prix payé. Et là, c'est extraordinaire. Je me suis dit, mais en fait, ça veut dire que les gens... Pourtant, je suis le même Cyril. J'ai le même bagage, j'ai les mêmes expériences. Je sais faire les mêmes choses, je connais les mêmes outils. Mais en fait, les gens sont prêts à payer beaucoup plus cher. Alors, je ne sais pas si c'est un phénomène psychologique, mais voilà, ça m'avait marqué en fait au début de mon aventure chez Dossier Finance. Comment tu... Maintenant, ça fait 5 ans du coup. Enfin, ouais, 4 ans, un peu moins de 4 ans que je suis là. Si c'était à refaire, est-ce que tu referais différemment ? Non, je ferais tout pareil. Ok. Franchement, je n'ai pas du tout de regrets. Moi, je suis quelqu'un, je me pose des questions avant de faire un move. Mais je rêve beaucoup, je me fais des films, je me dis, bon, tiens, ça serait super si je faisais ça, et je me lance dans une aventure vraiment à fond. Donc, toutes mes aventures, je les ai fait à fond. Et puis après, quand je les ai quittées, je savais pourquoi je les quittais. Toutes. Là, aujourd'hui, je suis bien chez Dossier Finance, j'adore ce que je fais. Donc, non, j'ai aucun regret. Et l'expérience avec Tonton, et je ne sais pas si un jour il m'écoutera, et je le remercie parce qu'en fait, il m'a appris plein de choses. Il m'a appris aussi beaucoup sur la posture, parce que c'est un métier quand même d'humain, et sur la posture à avoir. Et moi, j'ai une posture parfois assez ferme avec des clients aujourd'hui, même en DAF, ce qui me distingue de certains collègues. Parce que ça, je l'ai appris. J'ai eu à gérer des clients difficiles déjà quand j'étais à mon propre compte. Et quand je dois les gérer chez Dossier Finance, c'est même encore plus simple aujourd'hui. Mais je veux dire, ça, c'est de l'expérience. C'est une énorme expérience qui m'a appris, qui m'a transmise. Donc, pour ça, je le remercie.
déjà, il m'a donné envie de faire ce métier et en plus, j'ai pu bosser avec lui. Donc, c'est un super professionnel. Il a passé 30 ans à aider des entrepreneurs. Il est trop fort. Mais c'est juste que c'était une autre génération. Et en fait, il y a 30 ans qui se sont passés. Les outils ont évolué, les clients ont évolué. L'Internet, aujourd'hui, les gens tapent sur Google comment faire ci. Ils croient savoir, même pire maintenant, ChatGPT. Fini Google, ChatGPT. Et donc, en fait, c'est très difficile aujourd'hui, je trouve, d'être expert comptable et de pouvoir répondre à un client qui allait faire sa recherche sur ChatGPT, qui a une partie de l'info vraie, qui même parfois en sait plus que l'expert comptable lui-même qui ne connaît pas le sujet technique. Donc voilà, c'est pas facile. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire ce métier de DAF à temps partagé en réseau. C'est-à-dire que j'ai des collègues, on est 80 DAF aujourd'hui partout en France. Il y a des confrères qui font ce métier en freelance. Et je trouve ça beaucoup plus difficile parce que c'est un peu la solitude que j'ai connue en tant qu'expert comptable où les clients te posent des questions hyper intéressantes, mais toujours très techniques. Et en fait, tu ne peux pas tout savoir tout seul. Et nous, aujourd'hui, on a une messagerie instantanée, on a un channel Slack DAF, on se pose une question technique sur qu'est-ce que vous pensez de tel outil, c'est quoi le taux de rémunération de tel placement à telle banque, etc. Et on a l'info quasiment en instantané. Et ça, c'est une valeur pour le client qui est énorme et pour les DAF de formation aussi qui est juste dingue. Merci, mon cher Cyril, de m'avoir fait le plaisir Merci d'être pour là. l'invitation, Nicolas. Si les gens veulent te retrouver, je mets ton profil LinkedIn. Cyril Berthollet. Merci en tout cas beaucoup pour cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. S'il vous a fait kiffer autant que j'ai pris de plaisir à le réaliser, eh bien, n'hésitez pas à le liker, le partager et aller voir Cyril directement sur son profil LinkedIn. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et ça me permet aussi d'aller chercher des invités toujours les plus inspirants les uns que les autres. Sur ce, mille merci d'avoir suivi cet épisode et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain. Ciao!